Jacques, j'ai des questions concernant une recherche pour un doctorat sur toujours l'affaire de Belounis qui revient souvent. Donc, l'étudiant ou le chercheur pose quelques questions. Premièrement, quels sont les objectifs qui ont amené la France à conclure une trêve avec le général Belounis au niveau stratégique, militaire, politique et économique? Oui, alors il faut bien comprendre que finalement l'armée pour les Français, c'est la guerre d'Algérie. Et ils ont une expérience, ça a été l'Indochine, où ils ont cherché à former des contre-maquis. Ils ont essayé constamment à former avec un baodaï, des contre-maquis. Et donc ils ont cette idée qu'il est possible de casser le mouvement révolutionnaire en créant justement des contre-maquis. Ils ont fait l'expérience avec Krim Belkacem, qui a parfaitement bien compris de quoi il s'agissait. Et il leur a dit, oui, 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 moi je suis d'accord pour passer un accord avec vous. Vous nous donnez les armes, le matériel, tout ce qui est nécessaire, et nous allons faire la chasse aux rebelles. C'est la fameuse opération Oiseau Bleu. Et donc l'armée française a donné c'est toujours les services secrets qui donnent des armes à Krim Belkacem, qui lui va tuer des messalistes, et en leur disant, vous voyez, les rebelles, à chaque fois, ah ben ils disent oui, c'est intéressant, Krim Belkacem, il détruit les rebelles. En réalité, c'était les adversaires messalistes. Et puis à un moment où il est suffisamment fort, il a récupéré beaucoup d'armes, à ce moment-là, il bascule de l'autre côté. Et c'est comme ça que Amirouche va se retrouver à la tête d'une véritable armée de 800 hommes, armée équipée par l'armée française. Donc Amirouche, qu'est-ce qu'il fait? Il va nettoyer, en appliquant la décision d'Aban Ramdan, il va exterminer tous les maquis messalistes du Kabylie. Ils étaient très nombreux. Donc il ne faut pas oublier que la Kabylie avait envoyé une délégation au congrès d'ONU avec Ali Zamoun et qui avait voté la résolution de la résolution générale qui avait été rédigée par Messaliach. Donc toute la Kabylie finalement se retrouve avec des maquis traditionnellement des maquis MNA. Donc dans ces conditions, la fameuse opération Oiseau Bleu se termine de façon tragique puisque finalement les armes ont servi à Amirouche pour détruire le MNA. Et le responsable des maquis du MNA de Kabylie, c'était Belounis. Donc il y a eu un affrontement, notamment la dernière bataille qui a eu lieu, terrible, ça a été à Genzet, et là, finalement, les messalistes ont été écrasés parce que Amirouche possédait des armes modernes de l'armée française, fusils mitrailleurs et fusils de guerre. Et donc il y avait la supériorité militaire. Amirouche a égorgé tous les officiers, puis les autres, il les a réinstallés dans ses propres armées, et Belounis s'est retiré vers le sud. Et quand il y a eu le massacre de Mélouza, donc Belounis a dit on va passer un accord. Et à l'époque, ça se faisait beaucoup. Ce type d'accord avec l'armée française, il y avait souvent ce type de relation. Parce que les Français, pour eux, c'était des contre-maquis. Ils voulaient toujours créer des harkas, des contre-maquis, etc. Ça a toujours été, les services secrets français ont fonctionné comme ça. Donc Belounis prend contact avec les officiers, il y a des discussions, et il leur pose la question, il leur dit voilà, si dans une lettre que Belounis a envoyée dans la presse française, il leur dit, au deuxième contact, il leur dit si on me reconnaissait comme représentant de l'armée nationale du peuple algérien et le mouvement national MNA, et Messali Hadj comme interlocuteur valable, je suis disposé à participer à la pacification de l'Algérie avec mon armée. C'est une lettre communiquée à la presse du 8 septembre 1957. Donc c'est sur cette base-là que l'accord a été passé.
l'accord au plus haut niveau, puisque l'accord de Lacoste, l'accord du général Salan, le feu vert du ministre de la Défense Chaban-Delmas et l'accord aussi d'information de De Gaulle. Donc voilà sur quelle base. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en contrepartie de cet accord, où il était chargé de combattre le FLN et d'assurer la protection de la zone pétrolière, parce qu'on commence déjà les pipelines à fonctionner. Donc ça c'est important, c'est-à-dire il y a eu en contrepartie de cela, Bellounis forme finalement, il est reconnu comme commandant, simplement de commandant de l'armée nationale algérienne. Donc lui, il est tout à fait d'accord. Il va recevoir une région qui est quand même assez importante, puisque c'est Omal, Aflou, Boussaada, Paul Kazel. Donc il va recevoir des subventions. Donc il va finir par avoir une armée de 4000 hommes. Puis il reçoit du matériel moderne, c'est-à-dire des jeeps, des camions, des fusils mitrailleurs, des munitions en grande abondance, et d'autre part des médicaments. Donc Bellounis, il est là, chacun, et lui, il est bien entendu en contact avec le MNA, puisqu'il a l'accord du MNA. Donc d'un côté, il va combattre les maquis du FLN, certains maquis du FLN, parce que d'autres, finalement, il va les ravitailler, donc il joue ce jeu-là. D'un autre côté, il reconstitue le MNA à Alger, il implante, il renforce le MNA dans le Constantinois, en Oranie, dans les Aurès et dans le centre et au Sahara. Et il construit finalement des casernes sur lesquelles on fait le salut avec le drapeau algérien. Et donc de ce point de vue, il y a quand même pour la première fois, il y a d'un côté le FLN avec le drapeau algérien, et la LN qui est avec les responsables qui sont à l'extérieur, en Tunisie ou au Maroc. Et là, nous avons directement Bellounis, où les drapeaux, finalement, dans ces casernes, ces soldats, le salut aux couleurs, pas du tout le drapeau français, mais le drapeau algérien. Donc là, ça commence à poser des problèmes. Et on en arrive à un moment, donc, où, en 1958, où il y a des... bon, alors le MNA suit de très près l'affaire, c'est-à-dire qu'il envoie Silarbi pour essayer de comprendre quel est le jeu de Bellounis, quelles sont ses relations avec le MNA, le truc, etc. Et notamment Selmi, qui lui est dans les maquis et qui lui suit la situation et il regarde le comportement de comment ça se passe. Entre-temps, De Gaulle a fait une déclaration quand il revient au pouvoir et il dit le Sahara, c'est quelque chose de très important pour nous. Donc du coup, le MNA, qu'est-ce qu'il fait? Il sort un bulletin sur le Sahara avec un article de Messali. Et donc la position de Bellounis est très forte, puisque c'est la zone saharienne. Conforte. Donc à ce moment-là, il a commencé à jouer un jeu, à savoir, je vais négocier directement avec De Gaulle. C'est-à-dire qu'à un moment, il fait plus ou moins, il croit qu'il y a la possibilité, en définitive, de passer par-dessus le gouvernement algérien pour entrer directement en contact avec De Gaulle. Et là, il y a le MNA, et notamment il y a Filali, qui s'inquiète. Et donc au congrès de l'USTA, le premier congrès de l'USTA de 1957, il a envoyé Selmi dans les maquis avec le grade de commandant, commissaire politique. Donc Selmi arrive là-bas, il fait des rapports. Ces rapports laissent Filali, j'étais en contact, je travaillais avec Filali à l'époque. Et il me dit, qu'est-ce que tu en penses, etc. Je lui dis, tu sais, il faut... Selmi, c'était Haït Mazi, lui, il connaît pas bien la politique, il fait des rapports, mais le fond, on ne sait pas exactement ce qu'il pense, Filali.
Donc à un moment, je devais, y compris, entrer dans le maquis comme commissaire politique pour aller relayer finalement ou soutenir Haït Messi qui était là-bas. Donc bon, ça s'est passé quand je suis arrivé là-bas, la crise avait éclaté, donc j'ai reçu l'ordre de ne pas aller dans les maquis de Bélounis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu une pression très forte en 58, d'abord des colons, c'est-à-dire de l'Algérie française, qui trouvaient insupportable qu'il existe le centre de l'Algérie, dans la zone pétrolière, qui est des maquis de Bélounis, ravitaillés par l'armée française, et sur lequel il y avait le drapeau algérien. Ça, c'était insupportable. Donc, ils ont fait des pressions, d'autant que il y avait beaucoup d'articles qui ont été publiés dans la presse française, et notamment la presse de gauche, qui était pro-FLN, qui a eu ensuite des pressions qui ont été faites par le GPA à Tunis. Et donc, de ce point de vue, au bout d'un moment, Salan, il reçoit l'ordre finalement d'envoyer par l'Ange pour reprendre le contact avec l'ANPA. Donc là, Bélounis, il a hésité. Il a continué à négocier, etc. Et il faisait appel toujours au général de Gaulle. Il pensait toujours que finalement de Gaulle interviendrait pour soutenir la position qu'il avait, notamment sur le contrôle d'une zone sensible qui était le Sahara, la zone pétrolière. Parce qu'à l'époque, de Gaulle avait fait un discours à Constantine sur lequel il expliquait que c'était le pétrole qui allait financer en définitive le plan de Constantine de 1958. Donc la position personnelle de Bélounis, c'était là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il était traître, ça veut dire qu'il jouait un jeu personnel. Et à partir du moment où il y a la pression, après le 13 mai, qui est faite sur lui pour qu'il se rallie, bon, il a hésité, etc. Et pendant ce temps-là, Selmi, il a pris ses troupes, donc là, il s'est démarqué de Bélounis, il a pris des troupes et il a été s'installer ailleurs, c'est-à-dire dans la région de Djelfa, la région à l'extérieur de Djar el-Chouk. Donc, Bélounis a hésité, et quand il a reçu l'ordre de réintégrer l'armée française, bon, il est passé au maquis, il a repris les armes, et il est mort le 14 juillet 58. Donc il a préféré se battre, terminer sa vie en combattant. Et donc ça a été à partir de ce moment-là, on peut dire que, vous savez, ce qui s'est passé avec l'histoire de Oiseau Bleu, il faut rétablir les lois. Oiseau Bleu, l'affaire Bélounis, mais l'affaire Ali Zamoum, qui est la même, c'est la même chose. C'est-à-dire il y a toujours un accord avec l'armée, et puis ensuite, finalement, trahison de l'armée française. Ils ont fait la même chose avec Oiseau Bleu. Ils vont faire la même chose, ils vont détruire la NPA et donc laisser le FLN l'emporter. Mais après, ils vont liquider également Sissala, qui avait proposé, en définitive, la même chose. Et la politique de Bélounis, quand il a envoyé plusieurs lettres dans la presse, on a une documentation là-dessus. Et il explique, en définitive, lui, ce qu'il veut, c'est construire une ALN indépendante du FLN et du MNA, et qu'à l'issue de la guerre, il y aura des élections libres pour une Algérie indépendante. C'est-à-dire qu'il reprend exactement la même position que Ben Boulaïd. C'est ça qui est important. Donc il faut rattraper, il faut raccrocher toutes ces affaires pour essayer de comprendre à la fois le jeu de l'armée française et aussi comment ils ont pu essayer de passer des accords pour finalement, à l'intérieur, il y a eu un jeu politique. Ça a été possible que parce que la plupart des officiers, Salan et les autres, ils étaient passés par l'Indochine et ils croyaient faire des contre-maquis à l'intérieur pour casser la LN. Voilà. Donc, en conclusion, les objectifs, les réels objectifs de la France, c'est pour sécuriser les pipelines de pétrole lorsque le pétrole il a été trouvé dans les années 57.
Et en contrepartie pour Belounis, lorsqu'il y avait l'affaire de Melouza, tout ça, donc ce qui l'a poussé réellement, après lorsqu'il a été chassé de Genzet, après la bataille de Genzet, et donc ce qui lui a poussé à Belounis à signer ou faire cet accord-là ou cette trêve-là avec Oui, l'armée française. c'est pas un accord de traître. C'est un accord qui s'inscrivait, de toute façon, il y a des accords militaires qui tout dépend de sur quelle base. Lui, l'accord qu'il a signé, qui était reconnu dans des documents officiels, qu'il était le responsable de la NPA. Enfin, c'était pas la NPA, c'était le responsable commandant d'une armée nationale algérienne. Et c'est ensuite, sur la base de ce document officiel, signé donc par le gouvernement français, que Belounis a joué son jeu. C'est-à-dire, il s'est proclamé général. D'autre part, il a demandé beaucoup de matériel militaire, etc. Il a effectivement combattu le FLN dans toute la région centrale. Mais en même temps, ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que finalement, il a remis sur pied le MNA à Alger et dans toutes les régions où il avait été chassé, c'est-à-dire les Aurès, l'Oranie et le Constantinois. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'il est resté toujours sur cette ligne-là jusqu'en 1958. On y revient sur cette question-là, qu'il a reconstruit le MNA à Alger, on y revient. Oui. Donc je vais passer à autre chose, sur une autre question. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles le général Mohamed Bellounis a accepté l'offre de trêve française en 1957? Considérez-vous cela comme une trêve ou une alliance? C'est un accord. C'est un accord donnant-donnant. Tu combats le FLN, donc tu fais un verrou pour pas qu'il y ait la liaison entre les FLN, les groupes TLN de Tunisie et du Maroc, donc au centre. Deuxièmement, on assure la sécurité de la zone pétrolière. Donc ça c'est du côté français. Tu as fait ça, et nous on te donne les moyens pour fonctionner. C'est un accord. Mais un accord qui n'est pas une trahison et c'est pas une alliance. Pourquoi c'est pas une alliance? C'est que sur les bâtiments à Diyar el-Chouk, c'est pas le drapeau français qu'il y a, c'est le drapeau algérien. Donc c'est pas une alliance. Il n'y a pas eu une alliance entre le MNA et l'armée française. Il y a eu un accord tactique. Mais Bellounis a été beaucoup plus loin, puisque premièrement, dans la presse, il le dit, il y a la correspondance. Il a envoyé dans la presse française. Et on a la documentation. Elle est là, la documentation. Elle est là dans le livre de Diyar el-Chouk. Il y a les lettres qu'il a envoyées. Donc il n'a pas du tout été traître par rapport ni au MNA. Et il a expliqué que lui, ce qu'il voulait, c'est une ALN étrangère au FLN. Une ALN de tous les patriotes. C'est Jaish el-Tahrir. C'est exactement la position de Ben Boulaïd. Mais comment comprendre que la France, ou le régime colonial, ou l'armée française, elle a laissé, ou comment il comprenait les choses, ou comment il voyait les choses, que l'armée de Bellounis combattait le FLN. Oui. Alors que les deux, ce sont enfin, les deux sont des Algériens, donc ils se combattent. Oui. Donc comment ils voyaient ça, les Français? Parce qu'en quelque sorte, elles se lavaient les mains et en les laissant se battre entre eux. Oui, non, mais pour eux, en définitive, le FLN, surtout le GPRA. Le GPRA était reconnu à l'ONU, était reconnu, la Ligue arabe, les pays non alignés, etc. Mais l'ONU, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que pendant un moment, y compris De Gaulle, pensait jouer la carte, non pas du MNA, mais il pensait jouer l'opposition MNA-FLN, etc., pour faire pression. Non pas parce qu'il était d'accord avec Messali, pas du tout, mais pour faire pression sur le GPRA, pour lui dire, vous savez, nous, on peut se passer de vous. C'est un jeu diplomatique. En disant, non, nous, on a une solution. D'autant que dès que le pétrole est sorti en Algérie, il y a les trusts américains, Esso, Standard Oil, etc., qui ont déjà passé des accords avec le FLN.
Le FLN leur a dit, oui, nous, on vous garantit que finalement, vous aurez des permis de construire, etc. Donc le pétrole est sorti. Donc c'était un enjeu. Pour les Du Français. côté français, c'était aussi en s'appuyant sur Bellounis, finalement, c'était garder le contrôle de l'ensemble des réserves pétrolières du Sahara sans que les Américains interviennent. Parce que n'oublions pas que les Américains, déjà, négocient avec le FLN. Et qu'il y a le discours de Kennedy sur lequel il expliquait que finalement, oui, l'Algérie devait être indépendante, etc. Et derrière Kennedy, il y avait les pétroliers. Donc, De Gaulle, quand il fait un discours sur la question de l'importance du Sahara pour financer le plan de Constantine, la position de Bellounis, elle est importante. Et il a voulu jouer ce propre jeu de négocier directement avec De Gaulle. Comme le fera Chissala d'ailleurs. Oui, justement, dans ce cas-là aussi, donc si l'armée française lui a donné des armes et tout ça pour combattre le FLN, est-ce que Bellounis, bon, la France elle a donné les armes à Bellounis pour sécuriser le pipeline et le pétrole, mais est-ce que Bellounis, il a joué le jeu ou il avait une autre stratégie de combattre le FLN et l'armée française au même temps? Et est-ce qu'il l'a fait? Non, c'est-à-dire, dans un premier temps, il élargit sa zone. Et à un moment, il a multiplié par 3 toute la zone. Il y va très loin. Tout le Sahara, etc., il contrôle. Et il contrôle notamment, il remonte jusque, finalement, avec les Ouled Naïl, etc., il remonte jusque dans la région de Chlef. Il remonte jusque-là, avec des maquis, etc. Donc d'un côté, il combat, il fait comme Khmer Kassem. C'est-à-dire, il combat le FLN, il leur dit, vous voyez, je combats le FLN, donc j'ai besoin d'armes. Mais d'un autre côté, il reconstituait le MNA. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le MNA aussi a une importance internationale. À l'époque, il n'a pas été encore entièrement détruit. Et donc, il a une influence diplomatique, notamment avec les syndicats anglais et avec, il a une influence assez importante. C'est-à-dire, dans ce cas-là, je vais comprendre, je comprends que c'est une stratégie de Bellounis de reconstruire le MNA Oui. après les coups qu'il a reçus à Genzet et dans la Kabylie. Oui. Donc, stratégiquement, dans sa tête, il dit, Bonko, je fais ce contrat-là, je combats le FLN malgré lui, parce que c'est comme s'il fait le sale boulot pour l'armée française, mais au fond de lui, stratégiquement, en dessous de ça, et stratégiquement, je reconstruis le MNA pour revenir et rebondir demain, donc dans le futur. Donc il y a les deux, la stratégie elle est double. D'un côté, il combat le FLN notamment, qui est approvisionné en particulier par le Maroc et la Tunisie, et qui sont donc le truc de l'état-major de Boumedienne, ou bien les troupes qui sont l'état-major qui se retrouve en Tunisie. Bon, d'un côté, il les combat, mais d'un autre côté, dans le même temps qu'il reconstitue le MNA comme interlocuteur valable, dans le même temps, il explique que l'ALN, c'est l'armée de tous les patriotes. C'est-à-dire que c'est une seule ALN, et donc de ce point de vue, il est contre la division de l'ALN entre ALN FLN et ALN MNA. Il dit l'ALN est indépendante de tous les partis politiques. La position de Ben Boulid, c'est celle-là. Une ALN des patriotes et non pas une ALN des moudjahidines, c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'il n'a pas fermé la porte aux bras armés du FLN. Oui. C'est-à-dire ceux qui se réclamaient, ceux qui continuaient à se réclamer pour une Algérie indépendante et souveraine. Ils seront le bienvenu au niveau de cette ALN. Absolument. Absolument. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, pour combattre le MNA, c'est-à-dire l'armée des patriotes, qui est celle de finalement de Zirout Youssef et de Ben Boulaïd, c'est l'armée des patriotes. Pour combattre cela, Aman Ramdan, il va dire non,
ce sont des fidaïnes. C'est fidaï, c'est pour la foi, pour l'islam. Donc il y a quand même ces deux questions qui sont posées. Donc de ce point de vue, Bellounis, il continue d'une certaine manière l'œuvre de Zirot Youssef et de Ben Boulaïd. C'est ça qu'il faut regarder. Troisième question, pensez-vous, M. Simon, que Mohamed Bellounis s'est retiré des engagements avec Messali, ou enfin, si on peut dire, pour conclure cette trêve-là avec la France, c'est-à-dire ça, et sans se référer à son chef, qui est Messali, et existe-t-il des preuves à cet égard? Oui, bien sûr, on a toutes les preuves, puisqu'il y avait une correspondance. D'ailleurs, le MNA a publié tout un dossier très important sur l'affaire Bellounis. Et il raconte tout dans les détails. Il y a de la correspondance, notamment Filali. Moi, j'ai eu accès par Filali à la documentation. Donc, on savait très bien comment que ça se passait. Et puis, il y a tous les services secrets français qui racontent ça. Ils ont toute la documentation. Donc, quand on lit des livres comme celui de Valette, par exemple, sur la guerre d'Algérie des messalistes, c'est écrit aux plus grandes sources. Quand on lit, par exemple, toute la documentation qu'il y a là-dedans, et Valette, il a travaillé avec les services secrets. C'est un historien. Quand on lit le livre de Gaillard, avec qui j'ai travaillé, et qui parle de l'affaire Bellounis, j'ai donné toute la documentation. Bon, on a quelque chose. Et quand on a quand même ce livre, Shemseddin, avec Edgar Morin. Donc, et on a la doc, toutes les lettres qui ont été écrites. Donc on a une documentation impeccable. Très bien. Quatrième question, comment évaluez-vous l'expérience, ou si elle est positive ou négative, de Bellounis pour la France, et pourquoi? C'est-à-dire la France, de toute façon, c'était tellement bête qu'ils ont tout perdu. Pourquoi? Parce que quand ils ont détruit la NPA, et bien finalement, ils ont détruit aussi l'interlocuteur valable. C'est-à-dire, ils ont fait cadeau de toute la région au FLN. Donc le FLN, à partir de ce moment-là, y compris recevait, quand Bellounis a disparu et que la NPA a explosé, y compris, il faut regarder le financement américain. Le financement américain a été très important, la position américaine très importante pour soutenir le GPR, le FLN. Parce qu'ils se sont dit, il n'y a plus d'obstacles, De Gaulle ne peut plus utiliser finalement la carte qu'il avait entre les mains, il a fait cadeau au FLN. Donc le FLN à ce moment-là, quand on regarde les écrits du FLN à l'époque, ils disent bravo De Gaulle. Bravo De Gaulle. De Gaulle, c'est le meilleur général du FLN. C'est De Gaulle le meilleur général. Nous, on n'a pas de généraux comparables à De Gaulle qui a fait ce qu'il a fait. C'est grâce à De Gaulle que l'État algérien existe, c'est grâce à De Gaulle. C'est lui qui a détruit son armée. C'est lui qui a infligé une défaite au pied noir. C'est lui qui a créé, avec le FLN, le GPRA, l'exécutif provisoire. C'est lui qui a permis de chasser tous les Européens d'Algérie. C'est grâce. Le père du FLN, c'est De Gaulle. Bon, je n'écrirai pas de cette façon. Très bien, très bien. Cinquième question, quelle est la relation du MNA et Bellounis sur le plan politique, financier, et y a-t-il un accord entre Messali et Bellounis dans ce sens-là? C'est-à-dire, à partir du moment où les soldats de l'ANPA étaient financés par l'armée française, pratiquement les cotisations du MNA ont servi simplement à Diarel Chouk, etc., c'est-à-dire à créer des cellules, à créer des trucs politiques. Il n'y a pas eu de cotisation qui était versée, ce n'était pas la peine. C'est-à-dire que l'armée a été entièrement financée, dans sa quasi-totalité, non pas par l'argent du MNA, mais par l'argent français. Voilà, c'est ça. Et alors par contre, quand on regarde, il n'y a pas beaucoup d'études, en tout cas il n'y en a pas trop, beaucoup d'études sur la région, mais nous avons les services de renseignement qui donnent beaucoup d'informations là-dessus, toute la région, de Paul Cazel, les trucs, etc., la région d'Aumale, tout le sud,
Ils donnent beaucoup d'informations. Et il faut travailler dans les archives de l'armée, et notamment dans les archives par exemple, du 11e choc de Parlange, c'est-à-dire mais ça on les a. On a les archives de Maurice Fèvre, par exemple, du général Maurice Fèvre, qui a publié 3 livres dans la collection L'Harmattan. Moi j'ai travaillé avec lui, et notamment sur l'affaire Bellounis. C'est la même chose que pour Valette, avec qui j'ai travaillé et j'ai écrit le texte, les textes que j'écris, c'est en m'appuyant, y compris des deux côtés, c'est-à-dire du côté MNA, parce que j'étais en liaison avec Filali. Filali m'a raconté absolument tout dans les détails, comment ça se passait. J'ai eu toute la correspondance, avec Selmi notamment et Etmazi, et en même temps avec l'armée française. Donc voilà, donc pour quelqu'un qui veut faire un doctorat sur la question, il y a les sources qui existent. Il y a des archives, il y a des livres, et à condition de comprendre en définitive que que Bellounis, c'était pas un Baodaï. C'était la complexité du personnage, il faut voir. Parce qu'il avait une mère kabyle, un père arabe, et donc il était entre les deux. Voilà, mais c'était un messaliste convaincu. Hein. C'est-à-dire, dois-je comprendre que au début, lorsqu'il y a le bulletin ou la lettre de Gaulle, le MNA il l'a appuyé, il était d'accord, on va dire, mais lorsque il commençait à recevoir de l'argent directement de l'armée Ah française. non, ça faisait partie du deal. Hein. Ouais. Ça, Filali m'a jamais dit qu'il était contre. Ouais. C'était le deal. Le deal, tu me donnes du pognon, du truc, du matériel, tout ce qui est nécessaire, etc. Et moi, je reconstruis le MNA. Tu peux pas être contre. Tu peux pas être contre. Oui, mais le MNA, Messali, ils approuvaient tout ça? Bah, évidemment. Pourquoi veux-tu qu'ils n'approuvent pas? Jusqu'à quel sens? Jusqu'à quel... Dans la mesure où toutes les lettres que Bellounis envoie dans la presse française, c'est finalement Messali, interlocuteur valable. Et ceux qui combattent Bellounis, qui ont fait une pression énorme, non seulement c'est les Européens d'Algérie, qui étaient scandalisés de voir que sur les bâtiments de Deir el-Chouk, il y avait le drapeau algérien, FLN, ils disaient c'est pas possible, etc. Mais aussi une série d'enquêtes qui ont été faites par la presse de gauche, qui était acquise au FLN, et qui ont fait pression pour expliquer que c'est Baodaï. C'est quand vous lisez l'Express, vous lisez Le Monde, vous lisez France Observateur de l'époque, vous regardez ce qu'ils racontent, alors qu'ils n'avaient rien dit sur le massacre de Bélouzin. Par contre, dénoncer finalement la NPA, pourquoi? Parce qu'ils étaient d'accord avec le FLN. Ils étaient déjà paix en Algérie, une négociation avec le GPRA. Donc finalement, ils ont contribué à faire pression pour liquider